Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ces journées du COBOL Mainframe, du magazine Programmé. Alors c'est un sujet effectivement qu'on n'aborde pas forcément très souvent à Programmé, et pourtant tout ce qui est legacy, donc le patrimoine historique, et notamment forcément à un moment donné composé de mainframe et de COBOL, euh, c'est quelque chose vraiment de très important, qui est parfois un petit peu mal compris, notamment par les nouvelles générations de développeurs ou de responsables IT. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Darius de Rencode. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques minutes et présenter un petit peu l'activité aussi de Rencode, parce qu'en France, on vous connaît finalement un petit peu mal, non? Oh, il n'y a pas qu'en France, le monde est grand et COBOL est petit. Non, donc, mon nom est Darius, je dirige une société qui s'appelle Rencode. Nous sommes une petite cinquantaine de personnes aujourd'hui et nous avons une spécialisation. Nous développons des compilateurs et des outils annexes pour prendre des patrimoines legacy, donc des patrimoines typiquement écrits en COBOL, mais pas uniquement écrits en COBOL, tournant sur mainframe, et de les faire tourner sur des plateformes plus modernes avec un biais très clair pour la plateforme Azure de Microsoft. D'accord. Alors, c'est vrai que lorsqu'on regarde un petit peu le marché du COBOL et du mainframe, on a l'impression que c'est un marché un petit peu cyclique. À un moment donné, voilà, on tendance un petit peu plate, et quand IBM annonce un nouveau système Z, il y a quelques mois, ils ont annoncé le Z16, tout de suite, on voit un pic qui va durer effectivement un an et demi, et puis après, il se restabilise, et dans 2-3 ans, on est reparti pour un nouveau cycle. Est-ce que c'est un constat aussi que vous faites, ou est-ce que je suis un petit peu trop angélique à ce niveau-là? Angélique, je ne me permettrai pas, mais je dirais c'est un petit peu comme si l'informatique fonctionnait dans des mondes parallèles. Euh, lorsque je parle à des gens et que j'explique un peu ce que je fais, j'ai deux questions qui me reviennent souvent. La première, c'est tiens, est-ce que ça existe encore, COBOL? Ce que je trouve assez délicieux. Et l'autre, c'est qu'est-ce que tu feras le jour où il n'y aura plus de mainframe? Alors, pour répondre à la première question, je dis voilà, moi j'ai aujourd'hui 57 ans. Quand j'avais 20 ans, on me disait qu'en déant les 5 ans, il n'y aurait plus de système COBOL. Quand j'avais 30 ans, on me disait dans 10 ans, COBOL aura disparu. Quand j'avais 40 ans, je dis prépare-toi, ça va se terminer. Et je vois bien que tout ça, on n'en est vraiment pas là. Donc là, on n'a pas assez de recul, on ne comprend pas très bien quelle est la rémanence des technologies legacy. À savoir, donc, quand vous avez une dépendance envers quelque chose, indépendamment de sa vertu technique, parce que c'est pas vraiment le débat ici, si vous avez 5 ou 10 millions de lignes de COBOL, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous en débarrasser? C'est en fait extraordinairement compliqué. Ça prend beaucoup plus de temps pour s'en débarrasser que pour le développer, ce qui est un petit peu ironique, mais je dirais statistiquement, ça s'observe assez bien, empiriquement, ça s'observe assez bien. Pour revenir à l'autre question de qu'est-ce que je ferai quand tous les mainframes auront été migrés, je dis je serai en train de fertiliser les jonquilles par les racines, parce qu'au train où on est parti, il y aura des mainframes encore pendant très longtemps. Alors ça, c'est vrai que même moi, quand je suis arrivé effectivement dans l'IT et dans la techno, déjà à l'époque, on prédisait la mort du COBOL et du mainframe, et au bout du compte, mais il n'est jamais venu. Et tous les ans, d'ailleurs, effectivement, on nous rabâche un petit peu à la même idée. Alors, en préparant un petit peu ce podcast, cette vidéo, il y a un point effectivement qui m'a beaucoup interpellé, et c'est vrai que on sait très bien que dans le monde technologique, dans le monde des langages, on aime bien changer de langage tout le temps. Mais effectivement, une des tendances que vous me disiez, c'était cette habitude de vouloir migrer le code COBOL, le code mainframe, vers autre chose, vers du C#, vers du Java ou vers d'autres technologies ou d'autres langages. Mais voilà, alors, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ça, c'est la question effectivement qu'on peut se poser, mais on part quand même d'un asset qui fonctionne, on sait qu'il fonctionne, parfois depuis 30 ans, 40 ans, et par définition, il est toujours dangereux quand même de réécrire des couches qui fonctionnent parfaitement, alors que la réécriture, on ne sait pas forcément comment il va se comporter in fine.
Eh bien, c'est la question de la réécriture, hein, donc du projet ambitieux qui est de dire, eh bien, on va réécrire notre patrimoine applicatif à partir de zéro. J'ai littéralement écrit le livre sur la question. Donc, plus exactement, j'ai écrit un livre, il y avait un chapitre qui ne parlait que de ça, où j'énumérais toute une série de raisons qui font que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Il y a une forme d'optimisme, en ce sens que bon, on a un système d'information qui a 20 ou 25 ans, et on se dit on va le réécrire en 3 ans, sans comprendre que simplement l'exprimer comme ça montre que ça nécessite une dose d'optimisme majeure, de penser qu'on va refaire en 2-3 ans ce qu'on a fait en 25 ans. Ce qu'il y a aussi, j'appelle ça, ça se dit bien en anglais, c'est peut-être un peu difficile à traduire, mais une sorte d'optimisme asymétrique, c'est-à-dire qu'on compare en fait le système d'information existant qui a tous les défauts du monde parce qu'il est vieux, parce qu'on n'aime pas, parce que etc. Mais qui existe, avec un fantasmé, à savoir le nouveau système qui n'existe pas encore et qui sera donc par définition parfait. Or, le monde, c'est comme un bébé. Hein, je veux dire, à la naissance du bébé, il est parfait, et puis l'éducation faisant, bien, on vit avec le réel. Et bien, les systèmes d'information que l'on développe, ils sont parfaits quand on les conçoit de manière théorique, et puis ils finissent par devenir réels, ne serait-ce que partiellement. Et puis, les choses vont de plus en plus mal. Et puis ensuite, on voit quelque chose d'assez drôle. Enfin, d'assez drôle, je veux dire, c'est pas drôle pour les gens à qui ça arrive, mais c'est remarquable à quel point ça se répète lorsqu'on l'observe. C'est, eh bien, vous êtes parti sur un projet de 2-3 ans, on ne sait pas encore comment, pourquoi, mais ça va faire 5 ou 7 ans. Et pendant ces 5 ou 7 ans, vous avez 2 systèmes d'information. Vous avez votre système d'information historique et le nouveau que vous êtes en train de développer. Et vous avez des besoins qui sont imposés par le monde extérieur. Il y a le passage à l'euro, il y a le GDPR, il y a des besoins applicatifs de toutes sortes, et vous avez donc une obligation logique de le faire sur votre système existant. Vous ne pouvez pas dire, écoutez, je ferai le GDPR quand j'ai le temps, je m'occupe pas de l'immigration, ce serait difficile à défendre. Et donc, le coût que vous allez avoir pour supporter vos évolutions va être dédoublé. Et c'est humain et ça se comprend. Aujourd'hui, que vont faire les organisations? Elles vont le faire sur le système existant parce qu'elles doivent, et reporter à un futur toujours un petit peu plus lointain le moment où le nouveau système sera à jour. Et on voit vraiment cette situation où le nouveau système qu'on développe est toujours un pas en arrière et évidemment ne le rattrape jamais. Et si même il devait le rattraper un jour, vous avez à un moment un problème d'une logistique formidable. Vous avez 100, 200, 1000, 2000 utilisateurs, et le vendredi soir, vous devez éteindre l'ancien système, et le lundi matin, vous devez allumer le nouveau système, et tout doit fonctionner parce que vous êtes une banque, une compagnie d'assurance, un gouvernement, peu importe. Eh bien, c'est une bascule qui est extraordinaire d'ambition. Et tout ça pour dire qu'en fait, ce sont des projets qui sont formidablement risqués. Et je ne dis pas qu'ils sont risqués comme une façon comment dirais-je, de vouloir effrayer les gens, mais il s'observe que les projets de réécriture échouent encore plus souvent que les projets de développement, ce qui est finalement assez délicieux comme observation. Après, effectivement, ce que l'on oublie aussi souvent, alors soit par méconnaissance ou parce qu'on n'a pas envie de le dire, mais au bout du compte, le code COBOL n'est qu'une partie du problème, parce que quand on parle mainframe, c'est beaucoup plus large que le simple code COBOL. Il y a un assemblage de technologies et de dépendances. Il y a COBOL, il y a CICS. Enfin, en France, on dit CICS. Dans le reste de la planète, on appelle ça KICS. Il y a IMS, qui est son pendant. Il y a d'autres bases de données historiques. Les gens qui ont... Enfin, nous voyons régulièrement des gens qui n'ont pas que du COBOL, qui ont 10, 15, 20 000 lignes d'assembleurs. On peut en parler, mais c'est un problème majeur. Vous avez le PL1, il y a Rex, il y a RPG. Pour tout vous dire, lorsque moi je parle aux gens qui sont sur un mainframe et qui se lamentent, à juste titre, ils disent voilà, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quand même très compliqué. Je dis mais estimez-vous heureux, ce que vous faites c'est du COBOL, et COBOL ça a beaucoup de défauts. Vous ne m'entendrez pas dire grand chose de bien de COBOL, hormis pour le fait que ça paye ma pension et l'héritage de mes enfants. Mais COBOL a une vertu, c'est que dans le modèle de ce que c'est comme langage de programmation, c'est en gros le modèle qui existe encore aujourd'hui. Il y a une filiation claire des différences majeures, des changements tectoniques, mais il y a quand même une filiation claire, disons, entre COBOL d'un côté et Java, C#, VB, etc. A contrario, vous avez tout un monde, qui est le monde des systèmes I d'IBM, donc les AS400, qui sont
alors je n'ai pas les chiffres, mais au flair, je dirais, ils sont développés à 85-90% en RPG. Et RPG, comme modèle de programmation, a totalement disparu. Et donc moi, je dis aux gens qui font du COBOL, estimez-vous heureux. Pour vous, vous avez encore un avenir, pensez à eux. Moi, régulièrement, les gens m'appellent en me disant « Oh, tu sais faire du legacy, qu'est-ce que tu peux faire avec de l'AS400 ?» Je dis Je peux m'asseoir et prier parce que vraiment, je ne sais rien faire d'utile avec ça. Donc, ce sont des enjeux extraordinaires et les problèmes sont majeurs. Si on veut parler de choses exotiques, il y a un langage qui, pour moi, m'a toujours frappé parce que c'est le langage dont mon père me parlait pour me dire que c'est un langage rigolo. C'est pour vous dire que ça date un petit peu. Ça s'appelle mumps. Mumps, je crois que c'est variole. Enfin, c'est en anglais, donc c'est une maladie infectieuse. Et mumps est un langage de programmation qui a été conçu à l'origine pour développer des systèmes médicaux. Ça a à peu près disparu. Et pour vous donner à quel point mumps est un langage amusant, dans ses versions historiques, mumps avait 26 instructions qui s'appelaient de A à Z. Ah oui, d'accord. Vous aviez le G pour le go-to, vous aviez le P pour le print. Vous imaginez à quoi ressemble un langage qui ressemble à ça. Et ça a à peu près disparu. Et il y a des poches. Et il y a une poche délicieuse qui est l'administration américaine des vétérans. Ils ont un système de gestion hospitalière complet, écrit en MUMPS. C'est des millions et des millions et des millions de lignes écrites en MUMPS. Et tous les 2 ans, ils lancent à grands frais un projet de recherche pour dire qu'est-ce qu'on peut en faire. Et tous les 2 ans, ils ne se retrouvent pas, on ne sait pas, on verra plus tard. Alors, c'est vrai que lorsqu'on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, alors là, je me projette surtout au niveau COBOL, mais de quelques couches annexes, mais on parle beaucoup de migration, on parle beaucoup de replatforming, parce que ça, c'est un grand mot, ça. De la modernisation aussi, ça, c'est l'autre très grand mot qu'on utilise souvent. Comment on migre du COBOL vers du cloud computing. Quel est un petit peu votre avis sur ces tendances-là et qu'est-ce qui est pertinent ou moins pertinent? Alors, mon avis est biaisé. C'est vraiment au cas par cas. Mon avis est évidemment biaisé parce que Raincode, donc que je représente ici, a une activité très précise dans un volet très précis de ce monde. Donc, je ne voudrais pas non plus être trop, comment dirais-je, trop... voilà, le mot m'échappe, mais trop... Il va falloir couper ça. Trop véhément sur la question, c'est donc qu'est-ce que nous faisons? Nous partons du point de vue que si vous avez du code COBOL dont vous dépendez, parce que si c'est du code COBOL, je dirais ancillaire, eh bien effectivement vous pouvez le réécrire, le remplacer par un package, je veux dire, vous ne nous parlez même pas. Mais si vous avez du code COBOL dont un peu critique, qui est quelque chose d'important pour vos affaires, le mieux que vous puissiez faire, c'est le garder en l'état. C'est la solution la moins disruptive. Alors, garder le code COBOL en l'état, on dit toujours, attention, on dit ça pour le code COBOL, donc pour le code applicatif, parce que ça, c'est la 7e merveille du monde, ça, c'est le diamant de la couronne, c'est le code applicatif, et tout le reste doit pouvoir se discuter. Nous avons des cas où nous déployons du code COBOL qui avait été créé à l'origine pour un mainframe IBM, et on le déploie sur Azure, avec des containers, avec Kubernetes, avec du CI/CD, enfin toute la litanie de technologies les plus pointues que l'on peut trouver aujourd'hui, avec cette idée claire de dire, écoutez, il y a une valeur ajoutée à conserver votre patrimoine applicatif parce qu'il fait quelque chose d'important pour votre organisation. CICS, en tant que tel, n'est pas une valeur ajoutée pour votre société. C'est un petit peu ça la logique de ce que l'on va faire. Ceci dit, puisque le code applicatif, c'est le nerf de la guerre, c'est les joyaux de la couronne, on veut le préserver autant que faire se peut. Et notre position à Raincode, c'est de dire, c'est une position dans laquelle, évidemment, nos clients, dans laquelle nos clients se retrouvent, sinon ils ne seraient pas nos clients, c'est de dire, écoutez, on n'est pas nécessairement heureux d'avoir du COBOL, mais c'est encore la solution la plus raisonnable de le garder en l'état. Et donc, nous fournissons des compilateurs qui permettent de garder ce code en l'état, de le compiler, de le déployer sur la plateforme cible, en changeant éventuellement les caractéristiques techniques, l'environnement, tout ça, mais le code lui-même, on n'y touche pas. Ça, c'est vraiment l'alpha et l'oméga de ce que nous faisons. Et avec ça, nous migrons des banques internationales, des grands gouvernements, des grands groupes industriels. Donc, on fait des choses relativement importantes. Importantes, je dirais, en termes de volumétrie et de criticalité. Alors après, ce qui est aussi intéressant, c'est que
on constate que les outils COBOL aujourd'hui, ils s'intègrent très bien dans les idées modernes, comme du Visual Studio, mais d'autres outils d'ailleurs. Mais ça, c'est vraiment important et ça apporte vraiment une plus-value aux équipes. Ça apporte une plus-value, mais ce qui est intéressant, c'est que cette plus-value va commencer lorsque vous aurez quitté le mainframe. Utiliser des environnements de développement modernes en restant sur le mainframe vous donne des avantages, mais ça restera à la marge. Parce que vous avez une pesanteur intrinsèque à la plateforme de déploiement, à savoir le mainframe, qui vous empêchera de faire toute une série de choses. Le jour où votre code, j'allais dire une fois que, mais ça c'est un belgicisme évidemment, mais le jour où votre code COBOL est sorti du mainframe et tourne sur la plateforme cible, alors effectivement, vous avez la possibilité de l'intégrer. Je dirais, si vraiment vous vouliez, vous pourriez probablement le faire tourner sur un iPhone si ça devait être un besoin, etc. On peut commencer à envisager des choses extraordinaires. Mais là où il y a quelque chose à voir, c'est qu'il y a une double pesanteur. Il y a la pesanteur du langage qui est un problème, mais il y a également une pesanteur de la plateforme. D'accord. Et quels sont les points vraiment très sensibles, en tout cas les points ou les assets que l'on a du mal à migrer comme ça? Est-ce qu'il y a quelques exemples qui vous viennent en tête? Quelques-uns, je dirais, j'en fais mon pain quotidien, littéralement. Donc, il y a d'abord le volume. Nous parlons des systèmes qui sont absolument gigantesques. On va parler quelquefois de dizaines de millions de lignes de code. L'unité que l'on va utiliser pour parler en termes de mainframe, ce sont des MIPS. Qui est une métrique qui a plein de défauts, mais qui permet au moins de comparer les environnements. Un très gros mainframe, c'est déjà 5-6 000 MIPS, c'est déjà un très beau mainframe. Et nous parlons à des gens qui ont 20 000 MIPS, 30 000 MIPS, 500 000 MIPS. Et là, on commence à atteindre vraiment la monstruosité. Il y a une complexité donc, qui se trouve simplement dans la taille. Il y a une complexité qui se trouve dans la criticalité. Nous avons fait en son temps des études pour certaines agences fédérales américaines où l'idée même que ce système puisse être indisponible pendant plus de quelques minutes posait un problème politique majeur. Donc, vous avez des complexités intrinsèques au fait que des gens, parfois, ont les sources, mais ne savent plus quelles sont les sources qui tournent en production. Et quand on en est là, on sait que les problèmes sont vraiment, vraiment graves. Donc, il y avait une société aux États-Unis qui faisait d'ailleurs que ça, qui était de dire, écoutez, vous donnez votre système de production, on va vous dire qu'est-ce qui correspond à quoi, parce que vous avez 5 versions de ce programme et vous ne savez pas laquelle est utilisée aujourd'hui. Nous avons de gros problèmes d'interconnexion. Les systèmes d'information ne sont pas des îlots, ils parlent avec à peu près le restant de la planète, et lorsqu'on doit les sortir du mainframe, faire en sorte que toutes ces interactions continuent à fonctionner pose des problèmes majeurs. Et puis, vous avez une litanie de technicalités. J'en ai une qui m'est restée à l'esprit parce qu'elle était absolument délicieuse. Donc, quand on fait ce genre d'opération, pas toujours, mais on va parfois regarder à faire des transcodages. Donc, sur les plateformes ouvertes aujourd'hui, les codages sont des codages ASCII ou des variations sur les codages ASCII, des UTF et des choses comme celle-là. Sur mainframe, vous avez des encodages historiques basés sur EBCDIC. Et vous avez des correspondances raisonnables entre les deux, donc la vie est belle. Donc en général, ça peut s'organiser, ça pose 1000 problèmes, mais ça peut s'organiser. Puis nous avons un jour vu une agence gouvernementale du Moyen-Orient ou du Proche-Orient, je vérifie la géographie, enfin je dirais, dans un pays arabophone, et où il disait, nous avons un véritable problème. Il y a un phonème en arabe qui est le la, qui est le LA, qui a une représentation particulière, et qui en EBCDIC tient sur un caractère, et sur ASCII s'écrit sur 2. Et donc, ils devaient faire des inventaires complets de leurs données pour voir à quel endroit est-ce qu'ils avaient le là et lesquelles de ces données devaient-ils élargir. Donc, le niveau de détail auquel on va devoir s'attaquer est quelquefois absolument étonnant. D'accord. Alors, vous me parliez aussi, en préparation, d'une tendance actuelle très très forte, bon, on l'a un petit peu évoqué déjà, c'est de traduire le code COBOL vers d'autres langages modernes, enfin dits modernes, avec tous les problèmes que ça pose. Quelle est un petit peu votre position à ce niveau-là? Parce qu'on comprend bien que énormément d'assets COBOL et mainframe en général sont quand même très critiques, donc on ne peut pas faire tout n'importe quoi. Alors, d'abord, je voudrais répéter le biais. Donc, nous, ce que nous vendons, c'est une approche qui est opposée à celle-là, enfin, qui est différente de celle-là. Donc, je m'en voudrais de présenter comme
absolue vérité, ce qui n'est finalement qu'une opinion. Mais moi, je suis un technicien. Donc, moi ultimement, je suis un codeur. Comme je dis parfois, je suis un codeur qui parfois s'habille et qui se rase pour se donner un meilleur dessin. Mais ultimement, je suis un geek. Et n'importe quel geek qui connaît véritablement la réalité de ce que sont ces langages, COBOL d'un côté, C# et Java de l'autre, c'est qu'il y a un monde entre les deux, et que lorsque l'on va vouloir traduire du COBOL en Java ou en C#, on va être pris entre deux malédictions. Il y a la première malédiction qui va être d'accepter des différences de comportement dans l'espoir d'améliorer la qualité technique du résultat. Je le cite pour la forme parce que ça, c'est évidemment impossible. Autant vous dire de suite, lorsque vous allez à une banque et vous leur dites, voilà, on va traduire votre code COBOL en Java et vous allez avoir quelques pourcents ici et là qui vont varier, ben vous faites jeter comme un malpropre, on peut les comprendre. Et l'autre malédiction, c'est que vous allez avoir quelque chose qui est fonctionnellement correct, parce que c'est effectivement en soi possible, ça se démontre scientifiquement, c'est parfaitement possible. Pour vous le dire franchement, si moi qui écris des compilateurs, si on me demandait à moi de convertir du COBOL en C# ou en Java et que ma vie en dépendait, je pourrais faire, ça ne poserait pas de gros problèmes. Ce qui se passe par contre, c'est que le code COBOL ou Java que vous obtenez, il est techniquement COBOL ou Java, il est compilable par un compilateur COBOL ou Java, il est techniquement correct. Il est idiomatiquement impropre à la consommation. Il n'a aucune des caractéristiques essentielles qu'un développeur Java ou C# attend d'un code qu'il aurait écrit et qu'il pourrait donc maintenir avec une certaine efficacité. Et du coup, donc ce sont des projets qui se vendent à des organisations qui se disent mais comme ça c'est formidable, je ne dépends plus de COBOL, parce que comprenez-moi bien, les problèmes de ressources humaines pour maintenir du code COBOL, je m'en voudrais d'en faire la négation, ce sont des problèmes d'une complexité folle. Et alors les gens se disent mais c'est bien, je vais convertir mon COBOL en Java et en C#, et alors je peux engager des gens qui sortent de l'école et qui vont maintenir ce code-là. La seule chose, c'est que les gens qui sortent de l'école, ils veulent faire du Java et du C#, pas une ressucée technique de COBOL traduite dans une forme qui ressemble à du Java ou du C#. Ils ne savent rien en faire. Et du coup, je dirais, ils se rendent très très vite compte que pour maintenir ce code avec quelque efficacité, c'est pas paradoxal, mais vous avez besoin d'un développeur COBOL qui comprend les concepts COBOL. En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que il faudrait quasiment retranscrire à la main entre guillemets le code COBOL avec la logique que l'on a initialement dans la logique du nouveau langage, en fait. Ça, si c'était possible à grande échelle, on le ferait. Ce serait évidemment la meilleure solution, mais disons que COBOL n'est pas exactement, je dirais, un dialecte Lisp idéalisé avec des types abstraits. C'est très ras des pâquerettes, vous avez des comportements d'arrondi et de troncature particuliers, vous avez des effets de bord à ne plus savoir où les mettre, vous n'avez pas d'abstraction, pratiquement pas d'abstraction de données, vous n'avez pas d'abstraction fonctionnelle, donc le code que vous allez générer, ça va toujours être laid. S'il y avait moyen d'en sortir, comme disait mon directeur de thèse à l'université, s'il y avait moyen d'en sortir la substantifique moelle et puis de produire quelque chose de vraiment natif dans le langage libre, ce serait formidable, mais l'état de l'art en est très très loin aujourd'hui. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a tout un marché de gens qui effectivement vont traduire vers Java et vers C# et qui y arrivent, je m'en voudrais de les traiter de menteurs, ils y arrivent et ce qu'ils livrent, c'est du Java et c'est du C#. Mais les organisations qui héritent de ça, ils avaient 5 millions de lignes de COBOL, ils reçoivent 10 millions de lignes de C# en retour. Ce C# ne ressemble à rien qu'un développeur connaisse. Donc le coût d'exploitation, le coût de maintenance de ce code migré est explosif. Et je n'ai pas de données statistiques, je n'ai que des données anecdotiques, mais moi j'ai vu plusieurs cas de gens qui ont fait ça et qui 2 ans plus tard ont dû commencer à envisager une réécriture complète parce qu'ils ne parvenaient pas à maintenir ces applications à information. Alors, Redcode, comme vous l'avez rappelé à plusieurs reprises, c'est un éditeur d'outils, notamment de compilateurs. Est-ce que c'est quelque chose qui évolue souvent? En fait, est-ce que ça m'a toujours un petit peu amusé? En fait, c'est tous les ans, les éditeurs d'outils comme ça, COBOL sortent de nouvelles versions. Qu'est-ce qui change, mais qu'est-ce qui va... en fait, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme nouveauté ou comme amélioration à vos outils, aux compilateurs?
Ah, ça, c'est une jolie question, ça. Parce qu'effectivement, le domaine est fini. Hein. Surtout quand vous développez des compilateurs comme nous le faisons, avec comme ambition claire, on n'est pas là pour développer des nouvelles applications, on est là pour compiler votre existant. L'existant, il est, comme son nom l'indique, existant, donc il est borné. Donc effectivement, on pourrait croire que ça converge, et ça converge. Il y a clairement un côté où année après année, on a de moins en moins de problèmes. Alors, les évolutions sont multiples. D'abord, ce sont des très très gros langages. C'est-à-dire que COBOL, ça va. PL1, c'est probablement le langage le plus complexe jamais conçu. Il faudra faire un jour une forme de comparaison objective avec C++, pour voir, mais c'est un langage d'une complexité folle. Et pas seulement c'est un langage d'une complexité folle, mais COBOL n'a pas beaucoup évolué au cours des années. PL1 s'est vu enrichi de centaines de choses qui sont par bonheur très rarement utilisées, mais qui sont là dans le langage. Et lorsqu'on voit un nouveau patrimoine PL1, on trouve des choses qu'on n'avait jamais vues. Et ça reste évidemment un problème. Maintenant, la dépendance de ce que nous faisons ne dépend pas que du langage, il dépend de la plateforme cible. Donc, vous avez les passages à .NET 6, vous avez les passages à .NET Core. Nous avons nos problèmes de legacy à nous. Nous avions une série de produits qui dépendaient d'une couche fournie par Microsoft qui s'appelle WCF pour, je crois que c'était Windows Communication Framework, qui est une couche de communication, d'abstraction de communication. WCF est encore aujourd'hui supporté, mais un petit peu du bout des lèvres, et on sent qu'il y a une question de temps avant que ça disparaisse, donc on doit s'adapter à ça. Et puis par contre, il y a une flopée de nouvelles technologies, les technologies cloud de Microsoft. J'insiste sur Microsoft parce que c'est notre domaine de prédilection, mais évidemment, les autres ont également leur lot d'innovation. Et donc, on nous demande de nous connecter, d'avoir des solutions pour les containers. Donc, l'impact sur les compilateurs n'est pas gigantesque, mais il est quand même réel. Voilà, donc là où vous avez raison, effectivement, c'est que dans notre monde à nous, nos compilateurs n'évoluent pas parce que les langages n'évoluent pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour Moi, je dis, je ne suis pas... Mon ambition à moi n'est pas de vous faire un meilleur compilateur COBOL. Mon ambition, c'est de faire un compilateur COBOL le plus équivalent possible. Et donc, par définition, c'est borné. En ce sens-là, vous avez raison. Mais le monde autour, lui, il reste très, très évolutif. Et en fait, et comment le conteneur il est arrivé en fait dans votre monde un petit peu en legacy, parce qu'on peut se dire, c'est étonnant qu'on utilise une technologie aussi avancée au niveau infrastructure pour déployer du code aussi ancien, qu'au bout du compte. Parce que d'une certaine façon, je me permets de ne pas être d'accord avec vous. Je pense que c'est pas étonnant, c'est l'évidence même, puisque si vous voulez, si vous me comparez moi au pingouin d'à côté qui écrit des nouvelles applications, sa capacité à utiliser des containers va être bornée par sa force de travail, et donc au cours des années, il va faire un projet, 2 projets, et puis il va commencer à faire des containers, ça va prendre un certain temps. Moi, je travaille sur des systèmes qui ont 2000 transactions et 4500 batchs. Et si j'ai, et c'est ce que nous avons, mais si j'ai un moyen pour prendre mes 4500 batchs et faire de chacun de ces batchs, les abstraire sur la forme d'un container, je peux dire à mes clients, je dis voilà, vous aviez avant un mainframe avec un scheduler et des batchs, maintenant vous avez des containers et vous pouvez en gérer l'orchestration avec des outils modernes. Donc l'échelle, le volume joue pour moi, et pour donner plus de valeur ajoutée à ce type à ce type d'opération. En fait, vous faites, alors c'est pas un replatforming complet de ces assets-là, mais en fait, vous introduisez effectivement une sorte de replatforming sur des points précis. Ah oui, tout à fait. Donc, ainsi, je vous dis, le code applicatif, on n'y touche pas. Ça, c'est notre dogme à nous. Notre dogme à nous. Tout le reste est ouvert. Parfois, on va avoir des émulateurs CICS avec des écrans verts, enfin avec les 3270 et cette technologie assez ancienne. Parfois, on va les déployer dans des environnements où il n'y a plus rien de tout ça et on va faire quelque chose de tout à fait moderne. Ça dépend des clients, ça dépend de leur volonté, ça dépend aussi malheureusement des contraintes techniques. Je le dis parfois, parce qu'il y a des gens qui viennent chez nous, disent voilà ce que j'ai, et puis voilà ce que je veux. Je dis oui, moi je voudrais que la soustraction soit commutative, qui est une façon de leur dire écoutez, je vais vous expliquer ce qui est possible, et puis on va faire dans les deux. Ce qui est assez drôle par contre, c'est de voir, je dirais qu'une fois sur deux, la métaphore de la soustraction commutative ne semble pas percutée, comme si la moitié des gens disaient finalement une soustraction commutative c'est vraiment un chouette plan. Ça c'est quand même assez amusant parce que moi je me souviens il y a 22 ans, donc c'était dans les années 2000 quand même, on nous parlait beaucoup de web to host.
Oui, mais c'était surtout de la connectique à ce moment-là. Hein. Oui, oui. Bah, après, effectivement, on changeait juste le frontal, mais on avait une connexion vers le back, donc vers le mainframe et tout. Et voilà. Et en fait, on avait des écrans un petit peu plus jolis. On avait juste des écrans un peu plus jolis. Les technologies que l'on voit aujourd'hui, et ça c'est pas récent, ça a déjà comme 10-15 ans, donc comme tendance, c'est d'avoir des systèmes mainframe qui ne gèrent plus des écrans, mais qui gèrent des messages. Et que vous ayez des applications frontales les plus découplées possibles, écrites dans une variété de technologies qui, elles, peuvent évoluer à toute vitesse et qui obtiennent leur service par l'échange de messages. Alors, on va dire que ce sont les architectures SOAP, si on voulait vraiment leur donner un nom moderne, mais c'est quelque chose qui n'a pas attendu la formalisation pour que ça existe. Mais on voit clairement que c'est là que se situe l'augmentation de la charge des mainframes. Quand vous entendez des statistiques qui disent, regardez, le nombre de MIPS en production augmente encore, nous n'avons pas de plus en plus de gens collés derrière des écrans verts. Ça ce n'est vraiment pas le cas. Nous avons de plus en plus de systèmes qui interagissent les uns avec les autres et qui s'envoient des messages. Alors, on va clôturer dans quelques minutes notre échange, mais je voulais votre avis sur quelque chose qu'on a vu arriver là sur la partie Amazon, hein, avec le nouveau service de modernisation. On voit que les gros éditeurs comme ça, les gros fous en échange de coude, hein, ils s'intéressent beaucoup effectivement à tout ce qui est mainframe COBOL. Est-ce que vous imaginez qu'un jour, on a sur Azure l'équivalent de ce qu'on voit aujourd'hui sur en Amazon, donc un service comme ça de migration de code pour simplifier un petit peu tout ça. Est-ce que c'est dans la logique des choses ou est-ce que pour vous, c'est pas forcément indispensable? Là, je suis un peu mal pris. Évidemment, moi, d'une certaine façon, ça m'arrangerait bien. Hein. Ça m'arrangerait bien d'avoir un vecteur plus volontaire au sein de Microsoft pour la promotion de ce type d'activité. Mais je ne pense pas que ça va arriver à cette échelle-là. Je pense que l'activité de AWS dans ce domaine-là est tout à fait intéressante. Hein. Il fallait oser. Lorsque je vois les briefings marketing, je me rends compte qu'il y a des choses qui se disent qui sont totalement déraisonnables. Aujourd'hui, on est encore au stade où ça se trouve sur la forme de transparent que l'on présente à des audiences et qui applaudissent très très fort à la fin. Lorsque tout ça aura touché la production, on va pouvoir en parler un petit peu plus. Donc, on est quand même dans un monde où le réel fait mal, hein, où le réel fait très 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 mal et les promesses en l'air, les promesses de manière générale n'engagent que ceux qui y croient. Tout ça pour dire que vous parliez de cycle tout à l'heure. Je ne veux pas présager et je souhaite à nos amis d'Amazon tout le bien du monde, mais il y a une probabilité non nulle que là, pour l'instant, vous avez un énorme soufflet autour de la migration mainframe chez Amazon et que d'ici 2-3 ans, ils disent ça ne marche pas ou ça ne marche pas comme on voudrait. Alors, ils vont trouver une façon de dire ça politiquement correct. On va réaligner, réévaluer nos priorités, etc. et allouer les ressources. Enfin bon, vous imaginez le politiquement correct là derrière, mais que ça prenne un grand pas en avant. Ok, très très bien. En tout cas, un grand merci à vous. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas qu'il y a d'autres contenus et notamment des contenus et des vidéos de Rencode aussi qui viennent compléter notre échange d'aujourd'hui. Un grand merci à vous et j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté une autre vision un petit peu du legacy et que vous n'aurez plus trop peur de parler de mainframe COBOL à vos collègues et à vos amis. Merci encore et à très bientôt. Merci, au revoir.